c'est parti pour la deuxième séance de théorie parapente, préparation brevet pilote confirmé 2021 sur le thème de la mécavol aujourd'hui. Donc, j'ai eu une question la semaine dernière de Nicolas. C'était par rapport à la séance. Quelle est l'influence sur la finesse de la sellette et de la position du pilote? Si on a les pieds ballants, si on a les pieds sur un repose-pied, un cocon, si on est debout, et quel est l'ordre de grandeur du gain? Donc voilà, ça c'est la question. Ben, il y a un sujet qui parle de la traînée aujourd'hui, donc on va y répondre ensemble. La mécanique du vol. Voilà, quelques questions types donc pour savoir voilà, qu'est-ce qui peut vous tomber dessus le jour de l'examen. Donc quelles vont être les conséquences en termes de capacité de vol de votre aile, d'un gradient de vent à l'atterrissage avec un schéma des explications. Quel type de manœuvre éviterez-vous et mettrez-vous en place et pourquoi? Dans un vol plané équilibré, quels sont les vecteurs, angles et droites de référence qui permettent de visualiser et de déterminer la finesse? Donc aujourd'hui, mécanique du vol, j'espère que vous êtes bon en géométrie parce qu'il va falloir tracer des traits avec une règle, faire des triangles, etc. et mesurer des angles. Donc voilà, ça va être très très mathématique, géométrie aujourd'hui, le cours qu'on va voir. Comment expliquez-vous une fermeture frontale et qu'est-ce qui a pu l'engendrer? Quelles sont les deux droites qui définissent un angle de dérive? Donc vous avez vu cette question, normalement avec le cours de la semaine dernière, on doit savoir y répondre. Et ben, je vous mets au défi, si vous n'avez pas tracé le schéma vous-même, de penser à mettre toutes les droites, quoi. Durant votre vol, vous entrez dans un thermique. Décrivez par un schéma simple l'incidence sur votre voile. Que pensez-vous de l'affirmation se lester diminue les risques de fermeture? Donc, il y en a encore une. Le fait de se mettre aux oreilles fait-il varier l'angle d'incidence? Précisé à l'aide d'un schéma. Ok, donc le but d'aujourd'hui, ça va être d'essayer de vous donner le maximum d'informations pour pouvoir répondre aux questions qu'on vient de voir. Donc, on va partir de la base. Donc la définition. Le vol est un phénomène aérodynamique, c'est-à-dire qu'il est la conséquence directe d'un déplacement d'un mobile par rapport à l'air. Le mouvement dans l'air engendre des mouvements de l'air. L'écoulement de l'air autour du profil. Alors, l'écoulement de l'air autour du profil est à l'origine des forces aérodynamiques qui stabilisent la trajectoire. Aérodynamique, c'est en fait l'effet de l'air sur la forme. Écoulement d'air, profil, aile, portance et traînée. On a aussi la mécanique de vol, donc la mécavol. C'est l'effet des forces sur la trajectoire, transition, mouvement pendulaire, virage et spirale. Donc voilà, on fait ce petit distinguo dans les définitions. Aujourd'hui, on va utiliser un vocabulaire, donc bon, normalement c'est basique quand on prépare un brevet de pilote confirmé, néanmoins on va le préciser. Donc l'extrado, c'est le côté supérieur du profil. L'intrado, c'est le côté inférieur du profil, c'est celui que vous voyez quand vous volez. Le bord d'attaque, donc c'est l'avant du profil, et le bord de fuite, ça va être l'arrière. On a aussi la corde, qui va être une définition très importante aujourd'hui. C'est un segment qui passe par le bord d'attaque et par le bord de fuite. Alors, sur ce que vous voyez là, on l'a mis à l'horizontale. Donc ça, c'est une aile qui vole. À un instant donné, on va dire qu'il est horizontal. Ça va simplifier le début de l'approche et dans l'évolution du cours, ben, il pourra ne plus être horizontal. Néanmoins, pour débuter, ce sera le plus simple. Donc, concernant les forces, donc ça c'est un schéma, ça retombe vraiment souvent à l'examen, c'est la base de tout. Du coup, sur ce schéma-là, on va avoir un foyer aérodynamique. C'est le point d'équilibre du profil. En gros, c'est là où vont s'appliquer les forces. Il faut imaginer que toutes les forces qui s'appliquent sur la voile, on va les ramener en un seul point pour faciliter la compréhension. Ce point-là, il est à peu près à un tiers de l'aile. C'est-à-dire que si on part du bord d'attaque, on coupe l'aile en trois et ben, voilà, au bout du premier tiers, on va placer le foyer aérodynamique. Donc il est à un tiers avant de la corde. Les forces en présence sont représentées par des vecteurs. Donc les vecteurs, on a abordé la semaine dernière la définition d'un vecteur. C'est une force avec une direction et une intensité. On va avoir Monsieur Patate. Monsieur Patate, il fait 80 kg et il vole sous notre voile. Donc il va exercer un poids. Donc on met un vecteur donc,
verticale parce que la gravité s'applique vers le sol. Et donc, elle a une longueur donnée ici. Bon, voilà, pour un pilote de 80 kg, on dessine cette flèche bleue. Le poids vers le sol qui représente la force de gravité à laquelle est soumis le pilote. Donc ça, c'était la base. On va rajouter sur ce schéma un petit peu d'éléments pour la rendre un peu plus compliquée. La FA, force aérodynamique. Dans les anciens livres, pour ceux qui ont commencé le parapente il y a longtemps, on appelait ça la RFA, pour la résultante des forces aérodynamiques. Maintenant, ils se sont modernisés, c'est plus que force aérodynamique. Elle équilibre le poids. Donc, vous remarquerez que c'est une flèche qui va dans le sens opposé au poids, et elle a la même longueur. En tout cas, dans un vol stabilisé, elle a la même longueur, elle est complètement opposée au poids. On a aussi une trajectoire. Donc la trajectoire qui va s'appliquer donc vers l'avant du parapente, puisqu'on a le bord d'attaque à gauche. C'est la trajectoire de vol qui représente l'angle et la vitesse de vol. Ici. Donc entre la corde et la trajectoire, ici, on a un angle I formé. Donc c'est l'angle d'incidence du profil. C'est vraiment très important de comprendre entre quelle droite on trace l'angle d'incidence. C'est bien entre la trajectoire et la corde. Donc il représente aussi l'angle avec les filets d'air qui attaquent notre profil. Il est entre 8 et 10 degrés en fonction des voiles, en état stable, en vol calme. Nous, dans nos schémas, effectivement, cet angle I, on l'agrandit vachement pour que on voit bien la différence entre les droites. Et donc les filets d'air, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'ils sont parallèles à la trajectoire, et donc dans le sens opposé, puisque si on avance vers la gauche, les filets d'air, ils vont aller vers la droite. Donc n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions. Je vais assez doucement ici, même si c'est que des rappels. C'est vraiment des choses à apprendre par cœur ce qu'on voit là. On va encore rajouter des informations sur ce schéma. Parce qu'un parapente qui vole en avant et vers le bas, je mets mon silencieux, sinon ça va pas le faire. Ah, il y a une personne qui m'a écrit, est-ce que la réunion a commencé? Je ne vois personne. Je sais pas qui c'est en plus, donc bon. Du coup, excusez-moi, la FA se décompose en deux forces en fait. C'est la somme de la portance et de la traînée. La portance, elle s'appliquera perpendiculairement à la trajectoire. Donc si la trajectoire c'est cette droite-là, on fait un angle à 90 degrés ici, elle sera donc perpendiculaire à la trajectoire. La portance représente le potentiel de traction de notre profil. Elle varie en fonction de la vitesse et de l'angle d'incidence. Elle varie aussi en fonction du profil. Vous comprendrez qu'un Mirage 2000, enfin un Mirage et un parapente, on n'aura pas tout à fait les mêmes profils et on n'aura pas tout à fait la même portance. Donc si on connaît la direction de la trajectoire, on connaît la trajectoire, donc en traçant une droite perpendiculaire, on est capable de tracer la ligne sur laquelle sera portée la portance. On passe bien sûr par le foyer aérodynamique et à partir de là, on va tracer une autre droite perpendiculaire à celle que l'on vient de tracer, ici. Comme ça, on obtiendra son intensité. En partant du foyer aérodynamique et en rejoignant ce point d'intersection ici, donc cette flèche, ça représentera la portance. On aura sa direction et sa force, c'est-à-dire que la longueur de la flèche et l'angle de la flèche, tout est important dans le schéma. On va faire la même. Donc voilà, là c'est une fois tracé au propre, la portance elle est ici. On va détailler le tracé de la traînée maintenant. La traînée, elle représente la force de résistance qu'oppose notre profil à notre masse d'air. Sa direction sera donc opposée à la trajectoire. Son intensité dépendra de la qualité aérodynamique de notre profil. On va revenir là-dessus, mais plus un profil, il va limiter la traînée, plus il va être performant. Donc, comme on a dit qu'on était opposé à la trajectoire, ça veut dire qu'on va être sur la même ligne que la trajectoire.
pour connaître l'intensité, enfin la force de traînée, on va tracer une perpendiculaire. Donc ici, on a un angle droit entre les deux lignes bleues. Et donc, ça va obtenir, enfin, on va obtenir ici, à ce point de rencontre, ce sera la longueur de la traînée. Donc, on définit l'intensité de la traînée. J'espère que c'est bien compris. Et quand on a le schéma complet, donc on a le poids de Monsieur Patate. Opposé à ça, on a la force aérodynamique. Et la force aérodynamique, en fait, c'est la somme de la portance plus la traînée. Et donc, la portance, elle va faire cette flèche-là. Et la traînée, admettons, ben, en fait, c'est la flèche qui ramène ici. Et du coup, on arrive à ce point-là. Je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec ce qui est vecteur. Mais voilà, en reprenant les slides une à une, on sait comment retrouver la portance et la traînée. Et finalement, si mon angle de trajectoire évolue, ben, on est capable, hop, de créer la portance et la traînée, de les retracer. Et donc, on a une aile qui est en équilibre. Si on connaît le poids, la vitesse et la trajectoire de vol, on peut donc, par le tracé, obtenir la portance et la traînée associées à ce moment-là. Il faut que j'envoie le lien à ce bonhomme. Je vais prendre une seconde pour faire ça, parce que sinon... Tic tac toc. Il va avoir moins un lui, mais je sais pas qui c'est. Ça m'a. Bon, je sais pas qui c'est. J'arrive pas à lui envoyer, tant pis. Donc les éléments clés du schéma à retenir, c'est le profil de l'aile. Donc bon, ça on peut le tracer à main levée, c'est pas le plus important. Les droites de référence qui sont la corde, donc du bord d'attaque au bord de fuite. La trajectoire qui passe par le centre. Alors ici c'est centre de poussée. Bon, c'est le foyer aérodynamique. Et les vecteurs force en présence. Donc c'est le poids total volant. Donc le poids ici. La FA, opposé et d'amplitude égale au poids. La traînée, de même direction que la trajectoire. Et la portance perpendiculaire à la trajectoire et orientée vers le haut. Ces forces sont telles que le poids, donc poids ici, égale portance plus traînée. Ça, c'est à apprendre par cœur parce que vraiment, sur de nombreuses questions, quand on aborde tout ce qui est équilibre, force en présence, si vous faites ce schéma, vous avez déjà une partie des points. Est-ce qu'on a des questions déjà sur cette portion-là? Euh, alors, si on va revenir sur un schéma où on avait l'angle d'incidence qui était indiqué, d'accord? Donc, donc ici, tu veux dire si j'ai la trajectoire qui sur la corde, donc on a un angle d'incidence nul. Mais non, ah oui, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, ça peut pas durer finalement. Mais à ce moment-là, je pense qu'on va s'arrêter. En fait, on va plus avoir de déplacement horizontal. Du coup, ben, tu vas stopper ton déplacement horizontal, donc tu auras plus de traînée vers l'arrière, mais tu vas descendre à la verticale, quoi, un décrochage, on va dire. Ouais, parce que toi, effectivement, en réduisant l'angle d'incidence, on fait pencher le profil vers l'avant. C'est pas la trajectoire qui monte, mais c'est le profil qui descend.
Et c'est hmm, oui, si on remonte la trajectoire, ici. Oui, mais en fait, ce qu'on dit, c'est que en fait, la traînée, elle est opposée à la trajectoire. Donc, si on met la trajectoire à l'horizontale, on aura une traînée qui sera à l'horizontale. C'est la portance qui est perpendiculaire ici. Mais je prends le point, parce que là, je vais vous dire des choses décousues, et je vous ferai une explication plus formelle là, c'est pour la semaine prochaine. Mais on va partir du principe que d'avoir une incidence nulle, notre parapente ne vole plus, et on va le voir plus loin. Non, mais dis pas désolé, hein, notre parapente, on va le voir, il vole d'une incidence, enfin, il y a une incidence nécessaire pour qu'il vole et incidence nulle, il ne vole pas. Donc, voilà. Donc la conclusion un petit peu de ce schéma, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on a le poids du pilote qui va être attaché sous le parapente, on a une portance et qui va nous tirer vers le haut, qui va nous favoriser le vol, et la traînée qui va plutôt nous pénaliser et c'est celle qu'on va essayer de réduire au maximum. C'est un autre schéma qui dit les mêmes choses. Celui-là, il est fait par la FFVL. Je ne vous l'ai pas présenté au tout départ. Pourquoi? Parce que il met toutes les flèches de suite. Et du coup, là, c'est plus difficile de comprendre comment sont formées les choses. Néanmoins, il donne les mêmes informations. C'est-à-dire qu'on a le parapente avec un poids total volant ici. Donc là, il est appliqué au pilote, mais nous, on le rapporte sur le foyer aérodynamique. C'est équivalent. On a un axe de trajectoire ici. Ah, mais j'ai plus le point là. Tic, tac. Et donc, on voit qu'on a bien le vent relatif, donc qui est parallèle à la trajectoire, et donc qui va venir de droite à gauche sur ce schéma. Donc, ici, donc, le centre de poussée, c'est le foyer aérodynamique. Ici, on va introduire des angles. Donc, on a le plan du profil de l'aile. Donc, la corde ici, elle est plus horizontale. On voit que l'horizontale est tracée ici. Donc, notre profil, en réalité, quand on vole, il a plutôt, voilà, il n'est pas à l'horizontale, il est plutôt sous cette forme-là. On va avoir un angle de planée. L'angle de planée, c'est l'angle qu'on a entre l'horizontale et la trajectoire. Donc ça, c'est le premier angle à retenir. On a un angle d'incidence, ça on vient de bien le définir, c'est entre la corde et la trajectoire. Et un nouvel angle qu'on va introduire ici, c'est l'angle d'assiette. L'angle d'assiette, c'est l'angle qui est formé entre l'horizontale et la corde. Donc ça, c'est vraiment les angles caractéristiques à retenir et à savoir tracer sur un schéma. Ce qui est ici, donc, vous voyez, RFA, donc c'est force, enfin, soit résultante des forces aérodynamiques, soit les forces aérodynamiques, avec la portance et la traînée. Ah, une personne qui arrive, il va falloir que je la fasse rentrer. Là. Ok. Encore un schéma qui donne les mêmes choses, mais finalement avec un schéma différent. Donc on a le plan de l'aile qui est la corde. Ici on a l'horizontale. Par rapport au schéma précédent, tout à l'heure la corde en fait elle était plutôt piqueuse par rapport à l'horizontale. Ici elle est cabreuse. Donc on a l'assiette qui est vers le haut ce coup-ci. On a l'incidence qui n'a pas bougé donc entre la corde et la trajectoire. Ici, bon, c'est ce que je viens de vous dire qui est écrit, donc on va passer rapidement. Ça, c'est un schéma récapitulatif dans un vol déséquilibré, parce que pour le moment, on faisait un schéma à un instant T où tout va bien, on est sous notre parapente, il n'y a pas de vent, etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on est légèrement déséquilibré? Donc en vol équilibré, ce schéma, maintenant, c'est acquis. PTV, portance, traînée, et donc la FA. Pour une raison aérologique, soit une turbulence en sortie d'ascendance par exemple, le rendement de l'aile va chuter. Donc on voit que la FA, donc la portance, elle a été réduite. Elle ne compense plus le PTV. Donc la FA devient inférieure au PTV. Conséquence, l'aile s'enfonce puis abat pour reprendre de la vitesse. Donc voilà, on voit qu'elle va plonger, on va avoir une abattée. Donc par inertie, l'aile va prendre plus de vitesse que nécessaire au vol équilibré. Lorsque le rappel pendulaire ramène le pilote sous l'aile,
la FA est supérieure au PTV. Donc voilà, on repasse dessous. Là, c'est là où on a la portance la plus élevée. Elle prend le dessus et donc on a une ressource. L'aile fait une ressource, le pilote sent une bascule sur le dos avant que le vol ne s'équilibre à nouveau. Donc voilà, ce mouvement pendulaire, il peut y en avoir plusieurs avant de se stabiliser, mais c'est pour vous donner un petit peu voilà, les informations dans notre vol. En fait, le cas équilibré, c'est quelques secondes par-ci par-là, mais la majorité du temps, on est en déséquilibre d'un côté, de l'autre ou en virage. Voilà, donc là, jusqu'à là, on a vraiment vu comment on trace les schémas portance, traînée, force aérodynamique, PTV. Ça va se compliquer un petit peu dans la suite. Mais on va faire une petite aparté pour vous faire une petite visu sur la loi de Bernoulli-Newton. En fait, c'est les gens qui essaient d'expliquer pourquoi on vole. Et le profil d'un parapente dans un flux d'air, donc on a un flux d'air qui va arriver de là. Ici, donc, c'est un profil qui a été dessiné pour se rapprocher un petit peu du parapente. On a un bord d'attaque sur lequel donc l'air va se séparer en deux. On a un air qui va passer côté intrados et un air qui va passer côté extrados pour finalement se rejoindre au bord de fuite. Ce qu'on va observer ici, c'est que l'air qui va passer par le dessus, dû à la forme du profil, il a une distance plus grande à parcourir que l'air qui passe par le dessous, qui va presque en ligne droite. Ce que dit Bernoulli, c'est que tout fluide accéléré subit une dépression. L'air circulant sur l'extrado créera donc une dépression puisque il a une distance à parcourir plus grande que le fluide du bas, donc il va devoir accélérer dans cette zone-là. Le flux circulant sous l'intrado subit lui une surpression. Donc si on met ça en schéma, on a donc la dépression sur le dessus, la surpression sur le dessous, et c'est comme ça que Bernoulli nous dit qu'on crée une portance. Il manque quelques éléments là-dedans, et c'est en complémentant avec Newton qu'on va trouver la bonne solution. Parce qu'effectivement, si on n'écoute que le théorème de Bernoulli, on ne pourrait pas expliquer certains éléments. Comment les avions font-ils pour voler à l'envers? Puisque finalement, il y a des avions qui arrivent à se retourner et à continuer à voler. Les avions de voltige, ils ont des ailes symétriques, donc c'est pas tout à fait comme des parapentes. C'est des ailes complètement symétriques. Donc si on écoutait Bernoulli à 100%, ce serait impossible. Mais en fait, il y a aussi Newton, avec sa troisième loi, qui va nous dire quoi? Qu'une réaction, pardon, une action, si une action existe, une réaction opposée de force égale existe également. Par exemple, un objet qui repose sur une table exerce une force sur cette table. Donc c'est son poids. Et la table applique une force égale et opposée sur l'objet qu'elle soutient. Bon, ça peut paraître un petit peu tiré par les cheveux, mais vous allez voir, on va essayer de l'expliquer ensemble. Et de surtout savoir qu'est-ce qu'il y a à retenir là-dedans. De façon à générer de la portance, l'aile doit faire quelque chose à l'air. Ce que fait l'aile sur l'air est l'action, tandis que la portance est la réaction. En fait, ici, on a les flux d'air qui vont s'appliquer sur le profil, et en fait, on va dévier les particules d'air. Donc on voit que l'air qui arrive ici, on va dire qu'il a une direction d'arrivée ici qui est différente de la direction de sortie. Donc l'air est dévié. L'action, c'est la propulsion des particules d'air vers le bas grâce à leur accélération autour du profil. Et donc la réaction, étant donné que voilà, on dévie l'air, il y a une réaction de l'air sur le profil qui crée une portance, ce qui est dessiné ici. Bon, c'est pas évident à savoir expliquer, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, notre profil se déplace dans un fluide et il y a des effets qu'ont expliqué Bernoulli et Newton qui créent donc une portance. C'est le seul point qui va être important aujourd'hui. Maintenant, on va parler un petit peu de traînée. Donc la traînée, c'est vraiment l'ennemi du parapentiste parce qu'elle est de direction opposée à la trajectoire de l'aile et perpendiculaire à la portance. Donc elle nuit à notre performance. La traînée est la réaction au déplacement de l'aile sur sa trajectoire qui est, elle, l'action. C'est la force qui s'oppose au déplacement d'un corps dans un fluide. Cette traînée, c'est elle que nous subissons lorsque nous faisons du vélo face au vent, ou encore lorsqu'on sort la main de la voiture et qu'il devient difficile de résister.
Là, il y a une expérience qu'on a tous fait, c'est quand on est sur l'autoroute, qu'on sort la main par la fenêtre, si on met la main perpendiculaire à notre déplacement, ça force vraiment très très dur pour garder la main à la même place. Alors que si on vient pivoter la main et la mettre dans l'axe, enfin la plus plate possible, là elle pénétrera mieux dans l'air et donc on va limiter la traînée. Et donc c'est vraiment un bon phénomène pour se rendre compte des différents paramètres sur la traînée. Donc enfin, on va les voir. Il y a notamment la forme du profil qui s'oppose à l'écoulement du fluide et la vitesse du fluide. Parce que si vous faites ça à 30 km/h ou à 130 km/h, on va avoir des différences. Effectivement, elle est proportionnelle au carré de la vitesse d'un corps. Donc plus on ira vite et plus elle est forte. Donc c'est pourquoi les pilotes de haut niveau cherchent à créer le moins possible de traînées. La forme de profil influence directement l'écoulement du fluide autour de celui-ci. Une petite, voilà, petit exemple avec des schémas pour vous donner l'influence de la forme sur la traînée que l'on va engendrer. C'est-à-dire que ici, donc en bleu, c'est la direction, on va dire, du vent. En jaune, ce serait un élément qu'on va placer en face, enfin, dans une soufflerie. Et le C, c'est le coefficient de traînée qu'on va obtenir. C'est-à-dire que si le petit c, il est grand, ça veut dire qu'on va créer une grande traînée. Donc, c'est-à-dire que c'est pas bon. Si en revanche le c est tout petit, on va avoir un profil qui pénètre bien, qui crée peu de traînées et donc qui va améliorer la performance. Donc on peut voir qu'il y a des variations énormes suivant la forme du profil, donc voilà, suivant les angles ou les arrondis, mais aussi la surface exposée à au déplacement du fluide. Ici, c'est les deux mêmes formes, mais il y en a une voilà, qui est dans le sens de la longueur, donc on a toute cette surface qui s'oppose au passage du fluide, alors qu'ici, on n'a que une surface qui est quasiment 2 fois inférieure. Ce qu'il faut retenir, c'est si C, donc la valeur C, est grande, la traînée est grande et la performance diminue. Donc, il est flagrant sur le schéma ci-dessus que le profil en forme de goutte d'eau est celui ayant le coefficient de traînée le plus faible. Donc effectivement celui-ci. Et là on reconnaît, on n'est pas loin du parapente parfait finalement. Donc si on arrivait à faire des profils parfaits, on obtiendrait des traînées vraiment très très faibles, pour pas dire négligeables. Elles le seront jamais, mais en tout cas elles seront très faibles. Le profil ayant le coefficient de traînée le plus faible étant celui qui favorisera le plus le recollement de l'air en bout de profil. Effectivement, on voit ici que si on imagine le flux d'air, il va se séparer, il va longer ici et il va retrouver celui qui est passé du côté opposé de manière assez laminaire et assez simple. Ici, derrière cette forme très, très alambiquée, on va avoir plutôt des turbulences de profil ici. Et donc l'air va créer une traînée importante. Il y a différents types de traînées. Il y a une traînée de frottement. Elle est liée à la viscosité de l'air. Ça, c'est-à-dire que si on était dans l'eau, on aurait une traînée différente que dans l'air. Et si on était dans l'espace, ou en tout cas en très haute altitude, avec une densité d'air différente, on aura une traînée différente. La traînée de forme, elle est liée à la forme de l'objet et du profil. Ça, c'est exactement la diapo précédente, où vous voyez que deux formes différentes provoquent deux traînées différentes, même dans un vent identique. La traînée induite, elle est générée par l'écoulement de l'air autour du profil. C'est-à-dire que si on a un parapente, on va dire, qui est euh, tout lisse, vraiment comme voilà, une tôle d'aluminium bien poncée, toute lisse, ou si on a du gazon ou, voilà, ou une tôle ondulée à la place du parapente, on va avoir un écoulement de l'air et une traînée induite sur le frottement du profil lui-même qui va être différente. Il y a la traînée du pilote. Donc elle est générée par le pilote, ses bras, sa tête, ses jambes, sa sellette, un petit peu tout ça. La traînée de suspente, qui est générée par l'écoulement de l'air autour de chaque suspente. Donc effectivement, sur un parapente, on a quelques centaines de mètres de suspentage et ça joue énormément. Donc là, on va faire un petit zoom sur les différentes traînées et celles sur lesquelles on peut jouer, celles sur lesquelles on ne peut pas jouer.
Parce que par exemple, la traînée de frottement liée à la viscosité de l'air, ben, tant qu'on fait du parapente, ça, on aura du mal à changer la viscosité de l'air, quoi. Par contre, il y a des choses sur lesquelles vont jouer les constructeurs et il y a des choses sur lesquelles vont jouer le pilote. Donc on se rapproche de la réponse pour toi, Nicolas. On a la traînée de forme, la traînée induite et la traînée de suspente. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles vont travailler les constructeurs. C'est-à-dire que la traînée de forme, on va essayer de faire une forme plus proche d'un profil idéal et d'une goutte d'eau pour le recollement des filets d'air que d'un gros carré. La traînée induite, on va essayer d'avoir un tissu qui est le plus lisse possible et donc pas des gros grains et pas de la tôle ondulée. Et la traînée de suspente, on va pouvoir agir en travaillant sur à la fois le diamètre, parce que si on gaine ou on ne gaine pas des suspentes, il y a une différence de diamètre, et aussi sur leur nombre. Parce que si on a 100 suspentes ou si on en a 60, forcément on aura moins de traînées si on a moins de suspentes. Donc traînée de forme, ça se fait en ayant une aile allongée. On peut aussi réduire le nombre de suspentes et le diamètre, comme je l'ai dit. Le pilote, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Donc le pilote, il va pouvoir agir sur la traînée du pilote, vous l'avez deviné. Et donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, c'est de travailler sur la sellette. Donc là, j'ai parlé de cocon. On va parler aussi de position. Ça va être de position donc des jambes, parce que si on est dans une sellette assis ou dans un cocon, c'est différent. Mais aussi, on va parler de position des bras. Et éventuellement des accessoires. C'est-à-dire, est-ce que j'ai une capuche? Est-ce que j'ai une GoPro sur la tête? Est-ce que j'ai un manteau avec une doudoune qui a des manches de 3 km autour des bras? Ou est-ce que c'est quelque chose de très moulant autour des bras? Tout ça, ça va avoir des impacts non négligeables. Alors, gain de finesse, Nicolas me demandait quel est l'impact en termes de valeur sur la finesse. En fait, c'est impossible à dire comme ça, puisque la finesse dépend, la traînée dépend de la vitesse. Donc finalement, la réponse que je vais te donner si tu voles à 30 km/h, à partir du moment où tu vas pousser l'accélérateur, elle va être différente. Donc le gain de finesse, je ne peux pas te le chiffrer, mais en fait, vu que la traînée est proportionnelle au carré de la vitesse d'un corps, on va dire que plus tu as des régimes de vol rapide par rapport à la polaire, on va dire dans les régimes qu'on voit sur la droite entre main haute et vol accéléré à fond, plus les détails vont être importants. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Sur une grande transition, on va perdre beaucoup plus à cause de la traînée que si on fait du soaring en bord de mer, on va dire. Donc, sans rentrer trop dans le détail euh, là-dedans, c'est qu'effectivement, il y a quelques études qui montrent quand même des énormes différences entre la position assise et la position couchée dans le cocon. On va dire qu'on parle de 1 point de finesse quand même. Et typiquement, les pilotes en compétition, bon, ils minimisent tout ce qui est accessoire, donc on oublie les capuches, on oublie les GoPro, on met des vêtements qui serrent le plus les bras. Ça va jusqu'à dire, bon, mon bras, au lieu de mettre ma main perpendiculaire au vent, je vais mettre ma main dans l'axe de l'élévateur et je vais la mettre, voilà, bon là j'ai pas la- la caméra pour vous montrer, mais on met sa main dans le prolongement de l'élévateur pour que ça fasse le moins de traînée possible. Jusqu'à dire on lâche les commandes et alors ça je vous le recommande pas, et je viens les mettre le long de mon corps, comme en position fusée on va dire, et là on gagne encore des 0,5 points de finesse. Donc ouais, assise, assise, voilà, les jambes pliées sous la sellette et les bras écartés en mode pilotage. Donc effectivement, c'est des choses qui peuvent être énormes, et d'autant plus que vous allez vite, encore une fois. Je sais que juste de rentrer les bras à 50 km/h, c'est quasiment 1 point de finesse. Juste les bras, hein.
Donc, j'imagine, enfin, si de passer de assis à couché, on gagne beaucoup plus. À 50 km/h, on gagnera beaucoup plus que 1 point. Donc, à 30 km/h, on doit être pas loin du point, ouais, de finesse. Donc, pour faire simple, si je suis à 1000 mètres du sol, ben, je vais faire 1 km de plus en distance, ce qui est quand même assez colossal, hein. Donc, je vous dis pas de tout changer dans vos habitudes. Je vous dis juste que ben voilà, la traînée, c'est une force qui s'oppose à notre déplacement et que chaque élément qui favorise la traînée ben, va détériorer nos performances. Ok pour ça? C'est la réponse pour Nicolas. Oui, effectivement, j'étais sur un calcul ambitieux et simple. On va parler de rafale. Donc là, on passe un peu du coq à l'âne, hein. On va revenir sur des schémas où on présente la situation d'origine. Donc, où on a un profil, une corde, un centre de poussée qui a un tiers avant du profil. Tac. Donc le centre de poussée, je ne l'ai pas dessiné, mais il est ici. On trace une trajectoire 0. Quand je mets trajectoire 0, c'est la trajectoire d'origine. Donc pour qu'on ait un vocabulaire commun. Donc c'est avant qu'on applique la rafale, on a une trajectoire T0. Enfin, TO. On va avoir une incidence donc entre la corde et la trajectoire qui est I0. Donc I pour l'incidence, c'est 0 parce que c'est avant qu'on reçoive une rafale. Donc ce schéma, vous allez voir pour les 4 cas de rafale que l'on peut rencontrer, vous aurez deviné, c'est la rafale vent de face, la rafale vent arrière, la rafale montante et la rafale descendante. Et on a pas mal de questions dans la préparation au brevet de pilote confirmé qui tournent autour de ce schéma-là, parce que ben, finalement, ça a des effets qu'il faut connaître. Mais vous allez voir que une fois qu'on a compris comment on trace ce schéma, il n'y a plus grand-chose à apprendre par cœur. Vous allez voir. Donc, dans le sens opposé à la trajectoire, on va avoir le vent relatif qui est V0, donc le vent relatif d'origine. Ce qu'on va faire, on va mettre un vecteur de vent relatif V0 qui va partir du centre de poussée, qui est donc parallèle à la trajectoire, et on va lui donner une longueur donnée. Ça, c'est à vous de le définir. C'est le vent relatif V0. À partir de là, on va pouvoir travailler et ajouter des rafales. Donc j'ai enlevé quelques annotations. On va parler tout d'abord de la rafale de vent de face. Quel va être l'effet d'une rafale de vent de face sur la trajectoire, sur l'incidence et sur le vent relatif? Donc, la rafale, il y a une chose à savoir, c'est que donc bon, quand il y a deux faces, c'est-à-dire que notre profil de parapente là, il va de gauche à droite, donc la rafale de vent de face, on va la dessiner de droite à gauche. Si vous retournez le schéma, forcément, ce sera dans l'autre sens. Donc ici, elle va être de droite à gauche, la rafale. On va la dessiner horizontale, ça c'est pour être plus simple, parce que voilà, ça arrive jamais dans la vraie vie, une pure rafale horizontale de face, mais en théorie, ça existe. Ce qu'il faut faire attention, c'est de faire démarrer cette flèche au bout du vent relatif V0. Donc c'est au bout de ce V0 qu'on appliquera systématiquement la rafale. Donc dans la suite, il y a ça à retenir, c'est vraiment un point important. Le point d'application de la rafale se fait à l'extrémité de la flèche du vent relatif. Donc d'avoir le vent relatif V0, on y ajoute la rafale, ça nous permet de tracer ici en pointillé le vent relatif que l'on aura pendant ou après la rafale. Donc au passage de la rafale, on aura un vent relatif V1. Donc ça, ce vent relatif, ça va nous donner une nouvelle trajectoire. Donc la trajectoire T1. Et donc ça va nous donner un nouvel angle d'incidence I1. Donc là, vous avez fait le schéma. Vous voyez, c'est pas super compliqué. Si vous savez poser les bases et vous faites partir la rafale du bon point, c'est assez facile. Donc cette rafale de face, elle va composer et s'additionner avec le vent relatif V0, donc le vent relatif d'origine. Le nouveau vent relatif V1, il est plus grand que V0. Ça, on le voit pourquoi? Parce que la flèche bleue V1, elle est plus longue que la flèche violette qui était le V0. J'espère que ça c'est clair pour vous. Donc le vent relatif a augmenté quand on prend une rafale de face. Ça semble tout à fait logique, hein. Je suis en vol
d'un coup il y a une rafale qui arrive en face, ben, le vent dans mes oreilles va augmenter. Donc le vent relatif augmente. Et l'incidence I1 est réduite. Donc ça on le voit sur le schéma, c'est plus difficile peut-être à visualiser et à anticiper comme ça, mais l'angle ici est plus petit que l'angle I0 que l'on avait au départ. Donc là, on a dessiné le schéma de l'impact d'une rafale de vent de face et on en a tiré les deux conclusions rapides au niveau du vent relatif et de l'incidence. Ça, c'est ce qu'on va faire sur les 4 cas de rafale. S'il y a des questions, n'hésitez pas, hein. On va faire le même exercice pour une rafale descendante. Donc là, vous devinez que la rafale descendante, on va l'appliquer à l'extrémité du vent relatif V0, ici. Donc rafale descendante, ch'touk, donc une flèche vers le bas. On obtient un vent relatif V1 ici. Tac. Donc V1, ça va nous donner une trajectoire 1. Donc vous avez vu V1 comment je le trace, hein. Je pars du point, voilà, du foyer aérodynamique et je rejoins l'extrémité de la rafale. Donc on a obtenu la trajectoire 1 qui nous donne une incidence 1. Ce qu'on observe ici, c'est que le vent relatif V1, voilà, la flèche est plus courte. Alors pas de beaucoup sur mon schéma, j'ai pas fait une grande rafale, hein, mais donc elle est plus courte que le V0 en longueur. Donc le vent relatif a diminué. Et l'incidence I1 a été réduite. On le voit, I1 c'est plus petit que I0. En cas de rafale montante, donc une rafale montante, on y est souvent soumis en parapente, le plus souvent possible. Donc on va avoir une rafale donc, qui part du point donc de l'extrémité du vent relatif V0, elle est montante. En partant d'ici, on trace le nouveau vecteur de vent relatif, le V1, trajectoire 1 et incidence 1. Cette rafale montante va composer également avec le vent relatif V0. Ici, on voit très bien que V1 est plus long que V0, donc le vent relatif a augmenté. L'incidence I1 a également augmenté, puisqu'elle est plus grande que I0. Ici, la traînée augmente et va freiner l'aile. Le pilote accroché à quelques mètres plus bas va continuer à avancer par inertie. L'effet balançoire va faire cabrer l'aile et nécessite une remontée des mains pour réduire l'incidence. On verra par la suite, dans la suite de la présentation, que l'incidence, finalement, c'est un facteur qui est important pour nous, qui doit rester supérieur à une valeur minimale et inférieur à une valeur maximale. Donc si l'incidence augmente trop, va falloir avoir des actions pilotes pour faire revenir à une incidence plus cohérente. Donc là, c'est l'exemple typique d'une entrée en thermique. C'est pour ça que je disais, on va en creuser le plus souvent possible. La rafale montante, c'est l'effet qu'on a en rentrée en thermique. L'aile va cabrer derrière nous, nous on va un petit peu être balancé, enfin on va continuer notre trajectoire vers l'avant. C'est là où on relève les mains pour entrer dans un thermique. Maintenant, on va voir la rafale arrière. C'est la dernière qu'on n'a pas encore vue. Donc on va l'appliquer ici. Rafale qui vient de l'arrière. On a un nouveau vent relatif qui est beaucoup plus court. Donc ce qu'on va identifier, c'est que le vent relatif a diminué. On le voit très bien sur le schéma que V1 est plus court que V0. Le bruit du vent dans les oreilles va faiblir. L'incidence I1 va augmenter. On va voir que les commandes vont s'alléger et on se sent, voilà, même nous, on se sent un petit peu léger dans la sellette, G inférieur à 1. Et on va voir donc une abattée, un rappel pendulaire vers l'avant. Donc ici, c'est une fiche FFVL qui récapitule ce que je viens de vous dire. Donc les flèches, eux, elles sont indiquées différemment. Vous voyez, la flèche bleue, elle est indiquée ici. Après, ils font un triangle un petit peu différent. Vous choisissez votre méthode pédagogique. Moi, j'ai préféré l'appliquer différemment. Ce qui est important, c'est de connaître les impacts d'une rafale sur l'incidence, sur le vent relatif. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba de ce qu'on vous demande dans une réponse. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez les petites remarques de quels vont être les impacts sur la voile. Donc, une rafale arrière, les commandes s'allègent, alors qu'une rafale ascendante, les commandes vont avoir tendance à durcir. Bon, je vous laisserai approfondir là-dedans, avec cette fiche. Si vous voulez réviser, c'est une très bonne fiche de révision. On avait les questions de Marie. Donc Marie, ça c'est une question copiée donc,
du questionnaire BPC. Et elle avait l'interrogation suivante, parce qu'en effet, la rafale montant... Pardon. Oui, exactement. Exactement. Tu viens de répondre à ta question. Effectivement, faut faire attention quand on parle de vitesse ici, c'est ce qui t'a fait tomber un petit peu dans le panneau, c'est qu'on parle de vitesse de vent relatif et pas de vitesse de parapente. À aucun moment on a parlé du déplacement du parapente par rapport au sol dans notre. Donc ben, c'est bien d'avoir vu ça. Euh, donc j'ai noté ta question, j'ai noté la même réponse. Donc V ici, c'est le vent relatif, c'est pas la vitesse de la voile. Mais dans ces questions, on va pas en parler. Après, ben, si on a une rafale de vent de face, tout le monde va comprendre que notre déplacement par rapport au sol, il va réduire, enfin, il va diminuer. Si on a une rafale de vent arrière, ça va être très simple pour tout le monde de dire qu'on va aller plus vite par rapport au sol. Ok? Après, les rafales montantes et descendantes, ben, a priori, j'aurais envie de vous dire, la rafale descendante, elle va avoir tendance à faire plonger l'aile et donc nous faire accélérer derrière, alors que la rafale montante, on va cabrer et on va ralentir par rapport au sol. Ok pour ça. Avec plaisir, c'est déjà bien d'avoir des questions. Moi, j'étais content d'avoir une question. Euh, on continue. Vous me dites surtout si ça va un peu vite, mais bon, c'est quand même assez un gros morceau la mécavol. Il y en a encore un petit peu à voir. Il y a des sujets un peu plus simples que d'autres. Les rafales, c'était vraiment du gros théorique. Là, on va retourner sur des un petit peu plus basiques. C'est les trois axes de déplacement, enfin, ou d'évolution d'un parapente. Normalement, ça, c'est des prérequis et brevet de pilote, je pense. Donc, on a le roulis, donc c'est un mouvement de pendule, ce schéma est très bien. Le mouvement de tangage, donc d'avant en arrière. Et le lacet, qui est donc un pivot autour de l'axe qui passe par l'aile et ben, le foyer aérodynamique au centre de l'aile. Ça, c'est un autre schéma qui permet de l'illustrer. Vous pouvez retenir celui que vous préférez. À dessiner sur un papier, moi je préférerais un des trois à gauche. Ça dépend si vous êtes bon en dessin. Donc en turbulence, le vol des parapentes est ponctuellement déséquilibré. Les ailes peuvent alors produire des mouvements de roulis et de tangage qui peuvent s'amortir par une action de pilotage adéquat. Effectivement, quand on est en vol thermique ou turbulent, tous ces mouvements-là, ils viennent à chaque instant. Il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est là où on parlait de pilotage actif. Parce que ben voilà, il y a le pilote débutant qui garde ses mains aux oreilles du déco à latéraux. Et à partir du moment où on vole en air turbulent, on va vous demander d'avoir un pilotage qu'on dit actif et de contrer ces mouvements-là quand ils apparaissent. Le mouvement de lacet, il peut se combiner au roulis et au tangage. On dit alors qu'il est induit. Et lors d'un virage, en fait, on va combiner du roulis, un petit peu de tangage et du lacet. Donc voilà, c'était vraiment un petit rappel, mais au moins on fixe bien le vocabulaire. On va maintenant parler de poids apparent. Donc le poids apparent, en fait, c'est le poids qui est ressenti par le pilote. Et on va le travailler, enfin on va l'étudier ici, surtout pendant un virage, parce que le poids apparent, quand on est en ligne droite équilibrée, en fait c'est le poids normal. On va voir que quand on est en virage, ce poids-là, il va donc qu'il est donc ce poids-là, il va se combiner à la force centrifuge. La force centrifuge, c'est une force d'inertie d'origine mécanique qui va nous pousser vers l'extérieur du virage. Donc là, on voit que le pilote, il va tourner, il est en train de tourner, voilà, comme vers ici. La force centrifuge, elle va tendre à l'expédier vers l'extérieur. Ça, c'est typiquement quand on fait du manège à la fête foraine. Le manège tourne, on est propulsé vers l'extérieur. Donc le poids et la force centrifuge, ils vont se combiner. Donc ça va nous donner le poids
apparent. Donc le poids apparent, pour le tracer, on trace donc ces deux lignes, donc une perpendiculaire au poids, une perpendiculaire à la force centrifuge, et à l'intersection, on obtient un poids apparent. Ce qu'on peut identifier, c'est que donc, le poids apparent il est supérieur en longueur, hein, donc en intensité, au poids en vol stabilisé, parce qu'on ajoute une force supplémentaire. Pour revenir sur la force centrifuge, ce que j'ai pas dit, c'est qu'elle tend à projeter donc le pilote vers l'extérieur du virage, et plus le virage est court, donc engagé, plus l'aile est inclinée, et plus donc le poids apparent est élevé. C'est-à-dire que si sur ce schéma, la force, on incline notre parapente un peu plus, clac, j'ai cette flèche-là que j'ai retracée, plus grande, puisque voilà, on tournait plus fort, on retrace cette verticale, donc le poids, lui, normal, n'a pas bougé. Par contre, voilà, on a un poids apparent, la flèche est plus longue que le poids apparent précédent, tout simplement parce qu'on a engagé notre virage et que la force centrifuge était plus élevée. Dans un virage engagé, on a un pilote qui peut voir jusqu'à 2G. 2G, c'est tout simplement si vous faites 50 kg, ben, dans la sellette, vous allez être écrasé et l'équivalent de 100 kg. Donc c'est pour ça que ben, nos suspentes, nos sellettes, etc., elles ne sont pas dimensionnées pour tenir le PTV max, 0,00, sinon je casse. C'est-à-dire que si une voile est homologuée pour avoir un pilote dessous de 100 kg, elles vont être testées et validées à plus de 5, 6 ou 7 G. C'est-à-dire à 5, 6, enfin entre 500 et 600 kg minimum pour une sellette pendue à ses deux maillons, etc. Voilà, et donc après, les pilotes qui font de l'accro, eux, ils dépassent largement les 2G. Donc ils ont des suspentes plus renforcées, etc. Petite information supplémentaire, c'est qu'en virage, donc le poids apparent est plus grand que le poids en vol rectiligne, ça on vient de le voir. Donc la polaire des vitesses, elle va glisser à droite sur la ligne de la finesse max. Donc ça on l'a vu très bien la semaine dernière. C'est comme si j'étais plus lourd sous la même voile. Donc toutes les vitesses vont se déplacer, enfin la polaire va se déplacer sur la droite, la vitesse va augmenter. On va parler ici de virage. Il y a également pas mal de questions du BPC qui tournent autour du virage. C'est marrant de dire tourner autour d'un virage. À l'aide d'un schéma, décrivez les forces en présence lors d'un virage équilibré. Donc ici, voilà, il faut vraiment regarder tous les mots. Donc on va nous demander des forces et on va nous parler de virage équilibré. Parce que voilà, ce qu'on a vu, c'est que quand on rentre dans le virage, quand on est dans le virage et quand on sort du virage, ben, les forces vont évoluer. Là, on va imaginer qu'on fait un virage stable et continu. Donc le sommaire des éléments de réponse, ça c'est fourni avec la question, c'est de proposer un schéma du virage équilibré et de proposer donc les actions des forces en présence. On va nous demander les conséquences sur les vitesses du parapente. Donc voilà un virage équilibré, vitesse et inclinaison constante. Ça c'est vraiment une hypothèse qu'il faut prendre et éventuellement signaler dans la réponse. Donc faire un schéma d'une aile en virage. Là, préparez-vous, accrochez-vous, c'est plus compliqué que ce qu'on pourrait imaginer. Donc j'ai dessiné un magnifique parapente. Donc l'aile, elle est en bleu, et là, bon, on a mis deux belles suspentes. Ici, on va avoir un centre de gravité qui va être le pilote. On va avoir un centre de poussée qui est aussi le foyer aérodynamique sur la voile. Ce parapente, il est en train de tourner autour d'un axe voilà, invisible, mais que j'ai tracé ici. Donc le parapente est en train de tourner comme ça. On a donc une ligne droite entre le pilote et son centre de poussée. Et cette droite, donc, ça nous donne l'inclinaison du virage. Donc θ, c'est l'angle d'inclinaison du virage. Vous verrez dans la suite, et on l'a dit, plus on va tourner serré, donc avec un angle d'inclinaison grand, c'est-à-dire que cette droite-là, elle va s'incliner, plus la force centrifuge, etc., vont évoluer. C'est pour ça qu'on parle d'un virage équilibré. On va dire que voilà, on fait une photo à un instant T, ça ne bouge plus. Sur ce schéma, on va venir ajouter le poids total volant, donc le poids du pilote et de sa sellette, etc. La force centrifuge, donc on vient de la définir précédemment, elle va nous pousser vers l'extérieur du virage, donc l'axe du virage est ici, on nous pousse vers l'extérieur et à l'horizontale.
À partir de là, on peut tracer donc une perpendiculaire à la force centrifuge, une perpendiculaire au PTV, et on obtient le poids apparent. Ça paraît normalement par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, ça devrait passer. Ce qu'on peut identifier, c'est qu'entre le poids, qui est donc forcément vertical vers le bas, etc., et le poids apparent, on a le même angle θ, mais que finalement, on a par rapport à une droite, enfin, à une verticale autour de laquelle on tourne. Ça va être utile dans notre calcul. Ici, on va avoir donc la force aérodynamique. Ce qu'on avait dit, c'est qu'elle s'opposait au poids. Alors quand on était en vol droit équilibré, ben, le poids il allait vers le bas et donc la, la résultante des forces aérodynamiques était vers le haut. Ici, on a un poids apparent incliné, donc une force aérodynamique inclinée. À partir de là, en traçant des droites perpendiculaires, donc une verticale et une horizontale, on peut en déduire RC. RC, c'est une nouvelle force qu'on introduit ici. C'est la force centripète. Donc, c'est une force qu'on va introduire, en fait, qui, elle, a tendance à ramener vers l'axe de rotation. En fait, elle est opposée à la force centrifuge. Et donc, elle va s'appliquer ici. Et on a également la portance. Et en fait, la traînée, on ne la voit pas sur ce schéma. Pourquoi? Parce que la traînée, en fait, elle est dans l'axe vers l'arrière de l'écran. Donc, elle n'est pas représentée. Donc là, la force aérodynamique, ce sera la somme de la force centripète et de la portance. La traînée, comme je vous disais, elle n'apparaît pas sur le schéma, mais elle n'est pas pour autant inexistante. Pourquoi? Parce que la FA en virage, c'est portance, plus traînée, plus force centripète. Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure où c'était juste portance plus traînée, à partir du moment où on est en virage, on va rajouter une force centripète. Alors pour vos schémas, si la force centripète, vous voulez pas l'appeler RC, mais vous voulez l'appeler Jean-Paul, vous pouvez. RC, c'est vraiment pour ce schéma-là. PA, donc le poids apparent, ça va être, avant c'était seulement le PTV, maintenant ça va être le PTV plus la force centrifuge. C'est ce qu'on a donc. PTV plus force centrifuge, et ça nous donne bien le poids apparent. Et donc, avec l'angle θ qu'on a ici, le poids apparent, c'est aussi le PTV divisé par le cosinus de l'angle θ. Donc ça, c'est pas imposé de le retenir, mais c'est ce qui fait que plus on va prendre de l'inclinaison, et plus le poids apparent va augmenter, même si le PTV finalement ne change pas pendant le vol. Donc, voilà, ce schéma, vraiment, si vous ne le travaillez pas, vous oublierez forcément des flèches et comment on le trace, etc. Donc là, j'ai essayé de vous introduire une petite mécanique de l'ordre pour tracer les vecteurs. Qu'est-ce qu'on va tirer de ce schéma? C'est que donc, au centre de poussée CP s'exerce la force aérodynamique, qui est la somme vectorielle de la portance, de la traînée et d'une force créée par le virage, qui est la force centripète. Au centre de gravité, CG, s'applique le poids apparent, qui est la somme vectorielle du PTV et de la force centrifuge. Ça, c'est juste ce que je vous ai dit, mais avec des phrases très bien rédigées pour une réponse sur une copie. Conséquences sur les vitesses. Donc ça, c'est exactement la même phrase que la diapo précédente. En virage, le poids apparent est plus grand que le poids en vol, rectiligne, donc la polaire des vitesses va glisser sur la droite et la vitesse relative va augmenter. Ça, c'est un autre schéma qui met en évidence, alors là, c'est un virage de l'autre côté, puisqu'on a l'axe de virage qui est ici. On a donc la force centrifuge qui nous pousse vers l'extérieur, le poids, ça nous donne un poids apparent. Ici, on a une force centripète et donc une force aérodynamique qui est ici. C'est un autre type de schéma qui dit la même chose, mais qui va peut-être vous parler plus par rapport aux couleurs, ou je ne sais pas trop. Vas-y. Alors effectivement, on a dit que qu'il y avait plusieurs types de traînées qui vont être au niveau des suspentes, au niveau du pilote, au niveau du profil, etc. Euh, Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de ramener toute la traînée au foyer aérodynamique ici.
Et en fait, elle n'est pas négligée dans ces vues-là, c'est juste qu'elle est toute rapportée en un seul point. Sur les schémas du début, on a vu que voilà, la traînée, on l'appliquait en un seul et même point. Et c'est juste que sur ce schéma, en fait, elle n'a pas d'impact sur les autres forces, donc elle n'est pas mise en évidence. Mais finalement, la RFA, enfin la FA, ça restera la somme de la portance, de la traînée et de la force centripète. Mais je te rejoins sur le fait qu'elle apparaît pas. Si on avait voulu le faire correctement, on aurait pu mettre une petite traînée pour le pilote, une petite traînée pour chaque suspente, une petite traînée pour la voile, et ça aurait été juste également. Alors, petite question pour vous, après avoir vu tout ce qu'on a vu. Quels sont les éléments à bien vérifier avant d'engager un virage? J'attends une petite réponse ou deux de votre part avant de vous montrer les réponses. Tout le monde a peur? Oui, bravo Xavier. Je pensais vous faire un piège, en fait, je suis un peu déçu, tu vois. Voilà, donc est-ce qu'il y a du relief? Est-ce qu'il y a des pilotes autour de nous? C'est bien, en plus, vous les sortez dans l'ordre où je les ai écrits. Qu'est-ce qu'on vérifie d'autre avant de faire un virage? Ouais, donc c'est dans les autres obstacles potentiels, donc le sol. Si on, oh, voilà, donc la vitesse. Alors ça viendra plus tard du coup, mais je l'ai mis dans équilibre aérodynamique. C'est-à-dire que quand on dit vitesse, c'est-à-dire que j'ai du vent relatif. Parce que avant d'engager un virage, ce qui est important, c'est que notre aile, on appelle ça de l'énergie, on peut le dire sous plein de formes. Mais en gros, le vent relatif, c'est quand même une sécurité pour nous. Ça veut dire qu'on se déplace dans l'air et qu'on n'est pas proche d'une basse vitesse et d'une vitesse de décrochage. Donc on a une vitesse suffisante pour engager un virage. Ce que j'ai rajouté ici, c'est la direction et la force du vent, parce que finalement, ça rejoint les deux premiers points, hein. Ben, avec la dérive que ça va engendrer, ça peut nous rapprocher plus ou moins vite d'un obstacle qu'on n'avait pas bien identifié. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant de faire un virage, il faut regarder où on va et aussi regarder la voile, ben, qu'elle soit bien gonflée, etc., qu'on ne soit pas déjà en sous-vitesse pour pouvoir engager un virage. Maintenant, on va parler un peu plus d'incidence. Parce que précédemment, on a décrit comment on traçait l'incidence, quels sont les impacts d'une rafale sur l'incidence, mais finalement, qu'est-ce que ça fait l'incidence? Donc, on va parler de surincidence et de sous-incidence. Donc, fermeture asymétrique, ça vient, donc c'est un phénomène qui vient en sous-incidence. On va définir la fermeture asymétrique. La fermeture asymétrique, elle est due à une diminution non symétrique de l'incidence sur une partie de l'envergure de l'aile. C'est-à-dire qu'on le voit sur cette photo, l'aile elle est fermée, alors pas sur la totalité, donc là c'est le côté droit de la voile. Donc il y a une diminution non symétrique, tout simplement parce que c'est que d'un côté. Donc l'aile, on a eu donc une incidence trop faible. Je vous disais qu'il y avait une valeur minimum et maximum à ne pas dépasser pour qu'une aile vole. Et donc en sous-incidence, une aile va fermer. Donc l'aile, sur l'aile, il suffira que la nouvelle incidence passe en dessous d'une incidence environ de 4 à 5 degrés pour déclencher une fermeture. Cette diminution de l'incidence peut être due à la variation du vent relatif causée par. Voilà, quelles sont les causes? Ça peut être une rafale de vent de face, on l'a vu tout à l'heure, hein, voilà, quels étaient les types de rafales qui font diminuer l'incidence. Il y a la rafale descendante aussi, donc celle-là, on a un peu plus de facilité à la comprendre, hein, c'est que si on a le vent qui pousse du haut vers le bas sur notre voile, ben forcément elle aura peut-être envie de se fermer. Ça peut être aussi une abattée de forte amplitude si on n'a pas fait de temporisation, c'est-à-dire que je fais du tangage ou je sors d'un thermique, ben si je n'ai pas un pilotage actif, on va avoir des filets d'air qui vont arriver différemment sur notre profil, l'incidence va être réduite. Si on passe en dessous du seuil minimum, on va fermer.
Ça peut arriver aussi en cas de vitesse excessive, c'est-à-dire on est accéléré à fond, on va avoir voilà, une incidence qui est diminuée. Donc on se rapproche de la limite. Et donc une petite rafale descendante quand on est accéléré à fond, ben, ça peut amener à une fermeture, alors que la même rafale, si on n'avait pas été accéléré, n'aurait peut-être pas provoqué la fermeture. Si la voile est fortement accélérée ou fortement détrimée. Donc bon voilà, c'est un petit peu la même chose. Maintenant, on va décrire le décrochage asymétrique, qu'on appelle aussi le départ en vrille. Celui-ci, il intervient à l'inverse quand on est en surincidence. Donc un décrochage se produit quand l'incidence du profil excède les 18-19 degrés. Bon, les valeurs de 4-5 degrés et de 18-19, c'est pas des valeurs mathématiques à retenir. Enfin, je pense que d'un parapente à l'autre, ça va évoluer. Et puis dans tous les cas, on n'a jamais un rapporteur pour mesurer un angle pendant qu'on vole. Mais bon, c'est des ordres de grandeur. Le décrochage est dit asymétrique quand il se produit seulement sur une demi-aile. Effectivement, si un décrochage il est soit symétrique si on plante les deux commandes à la fois, si on le fait que d'un côté, c'est là où c'est asymétrique. Et l'autre côté continue à voler. On le voit un petit peu sur cette photo que j'ai pris en arrêt sur image. On a le côté droit du coup qui est très freiné, décroché, qui commence à voler même en marche arrière, alors que le côté gauche il est totalement ouvert, il est presque en vol normal. Donc là on a un magnifique décrochage asymétrique. Donc comment on y arrive? C'est en portant au décrochage un côté du parapente et en le ralentissant par excès, en laissant voler l'autre côté. On peut amorcer un décrochage asymétrique. Un départ en décrochage sur la demi-aile droite peut être obtenu en ralentissement de l'aile, puis lever la commande gauche tout en enfonçant la commande droite. Donc ça c'est la technique que je vous recommande de ne pas utiliser, tout simplement, enfin de le faire que en stage civ et de ne pas tester ça chez vous. La justification aérodynamique, c'est que la demi-aile décrochée, elle va s'enfoncer alors que la demi-aile portante va avancer et tourner autour de l'axe de lacet. Donc là, on parle vraiment d'axe de lacet. C'est le départ en vrille. Donc la vrille, elle ne fait pas trop perdre d'altitude, c'est-à-dire qu'en termes de taux de chute en vrille, on est à moins 4, moins 5 mètres par seconde maximum, ce qui n'est pas une chute très rapide. Par contre, on a une sortie qui peut être violente et difficile à maîtriser. Le décrochage asymétrique, il peut survenir quand? C'est souvent dans une zone de turbulence, s'il y a une forte rafale montante ou arrière, parce qu'on a vu que c'est les éléments qui font augmenter l'incidence de manière forte. Donc si on rentre dans un gros thermique et qu'en plus de ça on rajoute un petit peu de frein, on peut mettre tous les bons ingrédients pour aller voir ce qui se passe du côté du décrochage. J'ai créé un petit schéma pédagogique avec l'évolution de l'angle d'incidence. Quand je suis entre 4 et 5 degrés et 18-19 degrés, je vole. Quand je suis en dessous de 4-5 degrés, je ferme. Et quand je suis au-dessus de 18-19 degrés, je décroche. Donc ça, c'est notre petit schéma qui permet de tracer les deux cas. Donc on a VR1 avec I1 et VR2 avec I2, une trajectoire 1 et trajectoire 2. I1, on est sur une incidence de fermeture, donc très faible incidence, sous-incidence. Et I2, incidence de décrochage, donc une très grande incidence. On est en surincidence. Donc voilà, comme je vous le disais, ce qui est pas important, c'est pas important de retenir forcément les valeurs de 4, 5 et de 18, 19, parce qu'en vol, on ne mesure pas ces angles. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les deux extrêmes, d'une incidence trop élevée ou trop faible, on sort du domaine de vol, tout simplement. Donc la question de Marie, c'était après avoir lu celle-ci donc du référentiel BPC, le départ en décrochage asymétrique est lié à un problème mécanique simple, lequel? Donc, le décrochage asymétrique, ça c'est la réponse, on vient de la lire, avec la justification aérodynamique. Ce que Marie comprenait pas, c'était quelle était la différence finalement entre une vrille, donc un décrochage asymétrique, et une autorotation qui sera la conséquence d'une fermeture asymétrique. Donc, j'ai préparé deux petites vidéos pour montrer la différence.
Et j'ai préparé aussi une réponse écrite. Donc on va d'abord avoir des réponses écrites et ensuite je vous montre les petites vidéos. Donc on va définir ce que c'est qu'un départ en autorotation et indiquer quels sont les facteurs qui favoriseront un départ en autorotation. Donc on a la vitesse. Plus elle est forte, plus l'autorotation va partir facilement et vite. Une forte charge à l'air, tout simplement parce que après avoir eu une fermeture, on va voir une aile qui réagit fortement, on l'a décrit la semaine dernière. Charge à l'air élevée, on va avoir moins de fermeture en termes de fréquence, par contre quand on en aura une, elle sera plus violente. Si l'aile a un grand allongement, ça favorise les départs en autorotation. Également avec l'effet pendulaire. Quelles sont les causes d'un départ en autorotation? C'est souvent un incident de vol qui peut être une fermeture asymétrique et qui peut entraîner éventuellement une cravate. Une fermeture asymétrique de type frontal peut aussi être la cause, et avec une partie qui réouvre vite ou une partie qui reste ouverte, qui va de suite nous entraîner dans un mouvement de lacet assez fort, et donc nous entraîner en autorotation. Comment se manifeste une autorotation? La voile tourne en s'enfonçant, l'aile extérieure est en survitesse, alors que l'aile intérieure, en surtraînée, fait pivot. Surtraînée, souvent, pourquoi? Parce que l'aile est fermée ou parce qu'on a une cravate, donc on a une grosse traînée plus importante qu'à la normale. Le pilote entraîné en centrifugation décrit un cercle qui s'agrandit et c'est l'autorotation. Et voilà, c'est là où je verrai la différence majeure entre les deux rotations. Parce qu'effectivement, Marie, on a parlé de lacet dans les deux cas. Maintenant, il y a une différence et le schéma suivant va t'aider à faire la différence entre les deux. Le mécanisme aérodynamique, c'est que la voile ferme, le centre de gravité s'éloigne du centre de poussée. La voile abat dynamiquement et plonge vers le bas. La trajectoire du pilote s'extériorise, décrivant un cercle de plus en plus grand. Donc, le poids apparent augmente et contribue à maintenir l'autorotation. Purée, là. Voilà, j'ai fait deux schémas qui, j'espère, clarifient les choses pour le visuel. Sur la gauche, on a un décrochage asymétrique, un départ en vrille. Donc on est bien sur l'axe de lacet. On a une aile qui va voler en marche arrière et une aile qui va voler en marche avant. Donc là, on va être proche d'un hélicoptère pour ceux qui voient un petit peu les manœuvres d'accro. Quand on est en autorotation, la différence majeure, en fait, c'est que l'axe de rotation, il passe pas par l'axe pilote-voile. Il est décalé sur le côté. Et du coup, en fait, le pilote, il va tourner autour de sa voile. Donc on va avoir une centrifugation beaucoup plus importante, un taux de chute bien plus important. Et donc visuellement, entre l'autorotation et le décrochage asymétrique, il y a vraiment une énorme différence. La petite récréation, c'est de voir les deux vidéos. Donc la première, c'est celle-ci. Donc là, on va voir, je ne sais pas si vous avez le son ou pas, mais c'est pas important. Voilà, on a le pilote ici. On voit qu'il a l'aile de droite qui est décrochée, l'aile de gauche, enfin la demi-aile de gauche, qui vole toujours en marche avant. Voilà, donc ça continue. Là, on est en rotation de lacet, c'est-à-dire que l'axe de rotation, il est entre le pilote et l'aile, il est presque à la verticale ici. Voilà, donc on voit que ça tombe pas hyper vite, c'est pas super violent. Si maintenant on va voir quelqu'un qui a pris une fermeture, enfin un sieve, il a provoqué une fermeture. Donc ici, il arrive à stabiliser sa trajectoire, mais il est twisté. Et l'aile, au bout d'un moment, elle part en autorotation. Et là, voilà, on va voir que la rotation, elle n'est pas du tout la même. L'axe de rotation, en fait, il passe pas par le pilote et l'aile. Mais voilà, et on a un taux de chute bien plus important. Et là, voilà, on est très centrifugé. C'est une situation délicate. J'espère, Marie, avoir un petit peu clarifié ce point-là par rapport à un petit peu tes questions. Parfait. Ok, ben on va continuer parce que finalement, autant la dernière fois on avançait vite, autant aujourd'hui il en reste un petit bout quand même, un petit morceau.
Donc on va continuer d'avancer, mais n'hésitez quand même pas si vous avez des questions. Je dis ça pour moi, je vais pas prendre on va pas faire de récré, mais si vous avez des questions, surtout ne les gardez pas pour vous. On va parler de portance et de traînée. Oui, encore, mais là on va rentrer un peu plus dans le détail. Il y a une question qui est: quel est le terme définissant le rapport entre la portance et la traînée, illustré à l'aide d'un schéma? Donc pour répondre à ça, on nous propose de définir la finesse, de faire un schéma des forces et angles en présence. Donc définition de la finesse. Ici on considère la finesse R qui est égale à la finesse sol en air calme. La finesse F, elle est définie par le quotient de la distance parcourue sur la hauteur perdue. Ça, on l'a vu la semaine dernière, on le revoit aujourd'hui. Donc, effectivement, si je perds 1000 mètres par rapport au sol et que je parcours 10 km, je vais avoir une finesse de 10. La finesse, c'est aussi le rapport entre la portance et la traînée. Ça, on l'a un peu moins vu pour le moment, mais on va s'attacher à le démontrer ensemble. Donc, finesse égale portance sur traînée. Avec le schéma suivant, on va essayer de montrer que F égale portance sur traînée. C'est pas un schéma évident non plus, donc il va falloir rester bien accroché. Ici, on va avoir un petit parapente. Ce parapente, il a une altitude par rapport au sol, donc le sol que j'ai représenté ici. Et donc ça, c'est sa trajectoire avec une finesse donnée. Donc ça, c'est sa trajectoire. Il aura donc un vent relatif dans cette direction-là. Il a une distance verticale, donc c'est la hauteur perdue, et la distance horizontale, donc c'est la distance qui va être parcourue pendant qu'il parcourt cette trajectoire-là. Sur son foyer aérodynamique, on va donc mettre une force FA. FA, elle se décompose en portance et traînée. Jusque-là, on n'invente rien, on reprend le premier schéma de la présentation d'aujourd'hui. On va mettre des points pour faire un petit peu de géométrie. C'est pas la partie que vous allez préférer, mais on va avoir un point A ici, un point B ici, un point C ici, un point D dans le coin là et un point E ici. On va obtenir aussi des angles. Donc on va avoir l'angle phi qui est là et l'angle alpha qui est là. Par définition de la finesse, ça c'est ce qu'on sait, c'est que la distance parcourue divisée par la hauteur perdue, ça nous donne la finesse. Ça, c'est la base, le point de départ. Attention, là, c'est le moment délicat. Si on fait un peu de géométrie, si vous n'êtes pas à l'aise avec la géométrie, vous apprendrez peut-être par cœur, mais voilà, c'est comment on justifie ce qu'on cherche à montrer. Donc si on a des triangles rectangles, A, B, C, donc A, B, C, ici c'est un triangle rectangle parce qu'il y a un angle droit ici entre la portance et cette droite-là. Donc c'est un triangle rectangle avec un angle droit en B. Si on a EDA, donc EDA, c'est également un triangle rectangle, ce grand triangle-là, et il est rectangle en D. Donc il y a un angle droit ici. Ils ont des côtés perpendiculaires entre eux. Effectivement, ce qu'on a vu, c'est que ici, on a un angle droit entre la trajectoire et la portance. Donc il y a une règle mathématique qui dit qu'on a une égalité des angles BAC et DEA. Donc DEA, c'est l'angle phi, et BAC, c'est l'angle alpha. Donc tout ce qu'on vient de dire, bon, c'est des règles mathématiques que je n'expliquerai pas maintenant, mais c'est que phi égale alpha. À partir du moment où on a bien tracé ce schéma avec les éléments que j'ai montrés. Phi égale alpha. Donc ces deux triangles sont semblables, c'est le terme officiel en mathématiques, et les côtés correspondants sont donc proportionnels. Ça, c'est issu du théorème de Thalès. Donc la longueur AB, donc la longueur AB, c'est la portance ici, divisé par ED, donc ED, donc par cette longueur, ça aura le même rapport que BC,
donc BC c'est la traînée ici, divisé par DA. DA. Donc ça c'est de la pure géométrie. Si on module ces valeurs, donc en passant BC en bas et ED en haut, on a le droit de le faire, ça nous fait AB sur BC est égal à ED sur DA. Si on remplace donc les côtés par leurs valeurs, donc AB c'est la portance, BC c'est la traînée, donc on a portance sur traînée, donc c'est la P sur T, est égal à donc ED c'est la distance horizontale, et DA, c'est la distance verticale, donc DH sur DV. Donc on a bien réussi à montrer, je ne sais pas ce que vous en avez compris tout ça, mais que portance sur traînée est égale à distance horizontale sur distance verticale, et donc que c'est égal à la finesse. Tadam! Bon, je sais pas, ça va peut-être un petit peu vite, peut-être vous le regarderez en replay ce coup-ci, mais voilà, ce qu'il faut savoir, soit vous connaissez la règle des triangles semblables, et donc qui sont les côtés correspondants proportionnels, soit vous apprenez un petit peu par cœur. F peut aussi s'exprimer en fonction des vitesses. Donc la finesse, c'est dH sur dV, mais c'est donc la vitesse sol multipliée par le temps, divisée par la vitesse verticale multipliée par le temps. Donc, si on enlève le temps en haut et en bas, ça nous fait vitesse sol sur vitesse verticale. Et c'est un bon tremplin pour aller vers la vitesse R par rapport à la vitesse sol. Et donc là, on va un petit peu rejoindre le point où on parlait tout à l'heure pendant les rafales du déplacement de l'aile par rapport au sol. Juste pour bien décrire tout ça. Lorsqu'on parle de vitesse R et de vitesse sol, on parle de référentiels différents. Le premier, donc, c'est quand on parle de pilote, et l'autre quand on parle d'un observateur qui est au sol ou d'un bâtiment ou d'une manche à air. On va prendre des cas d'école. Donc ici, on a un observateur et un pilote. Dans ce premier cas, vent 0 km/h. Donc on décolle le matin, air calme, 0 km/h de vent. On a une voile école qui vole à 38 km/h. Donc ici, vitesse de la voile 38 km/h. Le pilote a donc 38 km/h de vent relatif dans le visage. Ça, normalement, c'est clair pour tout le monde. Et l'observateur, il voit la voile avancer vers lui à 38 km/h, puisqu'il n'y a pas de vent. Donc ça, c'est vraiment le cas basique. Maintenant, on va parler du GPS. Donc la vitesse qui est indiquée sur le GPS, c'est une vitesse par rapport au sol. Donc ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Parce qu'en fait, imaginez que le GPS, il ne sait pas si vous enfin, quelle activité vous faites, mais par contre, il voit si vous vous déplacez par rapport au sol ou pas. Donc la valeur du GPS ici, ça va être de 38 km/h, puisqu'on se déplace par rapport au sol, par rapport à un observateur, à 38 km/h. Si on prend un autre exemple, ici, la donnée qui va changer, c'est qu'il y a 10 km/h de vent de face pour lui. Donc la voile, elle va toujours voler à 38 km/h. Le pilote, il a 38 km/h de vent relatif dans la figure. Mais l'observateur, il a donc 10 km/h de vent et voit la voile avancer vers lui à 28 km/h, puisqu'on a 10 km/h de vent de face. Le GPS va donc indiquer 28 km/h. Donc voilà, là c'est la différence entre la vitesse de la voile, la vitesse du vent relatif et la vitesse par rapport au sol. Si maintenant on met 10 km/h de vent arrière pour notre pilote, le pilote a donc 38 km/h de vent dans la figure. L'observateur voit la voile avancer vers lui à 48 km/h, puisque le vent le pousse. La valeur du GPS sera de 48 km/h. Donc ce qu'on observe, c'est que la vitesse de la voile est toujours de 38 km/h. Ça, c'est évidemment s'il ne freine pas ou qu'il n'accélère pas avec l'accélérateur. Il va avoir toujours 38 km/h de vent relatif. Par contre, par rapport au sol, sa vitesse sera de 48 km/h. Donc, si le pilote ne modifie pas sa vitesse par une action aux commandes, c'est ce qu'on disait, qu'il vole dans un sens ou dans un autre, le vent relatif, donc le vent qu'il a sur les joues, sera toujours la même, et ici de 38 km/h.
Pour l'observateur au sol, la vitesse de déplacement du parapente dépendra de la vitesse de l'air dans lequel ce dernier se déplace. Donc c'est ce qu'on a vu. S'il a du vent de face, ce sera 28 km/h de déplacement, c'est la valeur qu'on voit au GPS. S'il est poussé, ce sera peut-être 48 km/h. Donc là-dedans, en tant que pilote, ce qu'il faut retenir, c'est que d'avoir du vent relatif tout le temps, ce serait normal qu'on ait tout le temps un vent relatif assez fort, donc le 38 km/h, et que il faut prendre en compte le vent extérieur pour anticiper nos déplacements. Typiquement, dans une prise de terrain, si je suis face au vent ou poussé par le vent, je vais devoir peut-être anticiper le moment où j'engage mon début de virage. Conclusion, lorsque nous volons, l'air que nous ressentons dans la figure, le vent relatif, est directement lié à notre régime de vol. Donc, point de vue du pilote, si je fais du tangage, on le verra très bien. Quand je freine, le vent relatif va diminuer. Quand je relève les mains, on va avoir un vent relatif plus élevé. Retenez que le vent relatif est égal à la vitesse de l'aile, que l'aile vole dans du vent ou non. Toutes les autres vitesses, que ce soit le défilement du sol ou autre, c'est une composante et une somme de la vitesse de l'aile et de la vitesse du vent. Là-dessus, ce qu'on peut imaginer, c'est d'imaginer un canoë dans une rivière. Et en fait, quand il va pagayer face au courant, il va ralentir. Par contre, quand il va pagayer poussé par le courant, il va accélérer. Et pourtant, il pagaie à la même force pour lui. Gradient. Donc c'est, je crois, le dernier point de la présentation d'aujourd'hui. Et pas des moindres, puisqu'il y a encore pas mal de questions qui tournent autour du gradient. C'est vraiment quelque chose qu'ils aiment titiller chez les pilotes. Donc qu'est-ce que le gradient? On va commencer par le définir. C'est quand le vent change suivant l'altitude, la trajectoire d'un aéronef qui subit un vent variable selon sa position. Le vent décroît à l'approche du sol, c'est ce qu'on appelle un gradient. Le gradient est plus ou moins marqué en fonction de la nature du sol et de sa configuration. Donc ici c'est un schéma exemple où on imagine une hauteur, là on a mis 20 mètres et 10 mètres, ça pourrait être d'autres altitudes, mais qu'on a un vent marqué à 16 km/h en altitude et qui va diminuer progressivement pour être très faible, 4 km/h, proche du sol. Donc ça c'est un phénomène qu'on peut voir il y a des zones qui sont plus ou moins propices à avoir du gradient. C'est ce qu'on explique ici, puisque ça dépend de la nature du sol et de sa configuration. Ce qui crée du gradient, c'est plusieurs paramètres. Hop, tic. Le premier, c'est qu'il y a un risque de gradient de vent. C'est couillon, mais c'est quand il y a du vent. Quand le vent est nul au-dessus de l'atterrissage, il n'y a pas de raison qu'il y ait du gradient. Après, les éléments qui favorisent le gradient, c'est les obstacles à l'écoulement de l'air. Si on imagine qu'on a des arbres de 10 mètres de haut ici, on comprendra qu'à l'arrière des arbres, on a moins de vent et en plus on a des turbulences. Donc voilà, la nature, que ce soit relief, montagne ou quoi que ce soit, ou des obstacles, sont des éléments qui peuvent favoriser le gradient. Quelle est la conséquence aérodynamique sur l'aile? En approche du sol, si on a du vent de face, donc, on l'espère, le vent relatif va décroître d'un coup. La portance va diminuer, l'aile va abattre pour reprendre de la vitesse. C'est l'équivalent de la rafale de vent arrière en fait. Même s'il n'y a pas vraiment de rafale arrière, c'est la diminution du vent de face que l'on rencontre, ça va être équivalent à l'application d'une rafale arrière. Donc la FA va diminuer et l'incidence va augmenter. Ça, on l'a vu plus tôt. Et il y a un risque de décrochage si on a une incidence qui augmente trop et qu'on a déjà des mains freinées ou quoi que ce soit. Il y a deux grands types de gradients. Il y a le gradient qui est près du sol, que l'on dessine ici. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment dans la dernière phase du vol où on a un vent qui diminue progressivement jusqu'au sol. Sur ce schéma, on a un plan de descente s'il n'y avait pas eu de gradient qui est dessiné en bleu, et le plan de descente en rouge que l'on va subir parce qu'il y a du gradient.
Donc l'aile est toujours en recherche de vitesse et la finesse est dégradée. On le voit ici, voilà, l'aile qui subit le gradient, elle va plonger et on va avoir une finesse qui se dégrade. Le posé va se faire certainement avant le point d'aboutissement initial qu'on avait identifié. Le pilote, il va devoir anticiper le freinage final et se tenir bien debout parce que parfois on arrive un petit peu avant l'arrondi qu'on avait imaginé. C'est aussi le cas si le pilote prend en compte tardivement le gradient. L'autre cas, c'est un gradient qu'on appelle haut, c'est-à-dire que au sol, sur les dernières dizaines de mètres, le vent est déjà faible et stable, et c'est au-dessus que l'on a, que l'on a un gradient. Dans ce cas-là, l'aile elle va avoir le même comportement, elle va abattre pour reprendre la vitesse après le passage transitoire. La finesse sol est plus grande qu'avant le gradient, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va être dans la zone où le vent est plus faible, mais par rapport à la finesse que l'on avait dans le vent fort, on va être un peu plus long puisqu'on va être moins contré par du vent. Donc le posé va se faire certainement après le point initialement prévu. Ici, la prise de vitesse a été maximale, l'aile accélère et sur la fin, le gradient disparaît pratiquement. Là, elle a eu le temps de prendre de la vitesse sol et finalement de retrouver son équilibre vitesse sol par rapport à l'air qui est plus faible. Et on va être long. Quelles sont les manœuvres à éviter quand on a du gradient? On va... Vas-y. Alors, effectivement, je sais pas si j'ai pas mis un petit schéma derrière, mais euh, plus le vent est fort, plus on est susceptible d'avoir du gradient. Et on le voit en fait parce que ben, souvent on voit des gens qui sont scotchés au-dessus de nos têtes et quand on est à l'atterrissage, des fois c'est pas si fort que ça. Et donc ça c'est un phénomène qu'on peut rencontrer. On voit des gens qui sont à quelques centaines de mètres à peine au-dessus de nous, voire des fois dizaines de mètres. Et finalement, nous, on est à l'atterrissage, on peut faire du petit gonflage tout gentil, alors qu'au-dessus, c'est un peu plus venté. Donc ça, c'est pour le visualiser. Après, qu'est-ce qui peut créer du gradient? Typiquement, une rangée de peupliers en entrée de terrain. Ah, d'accord. Ça peut être par exemple euh, en montagne. Ici, tu auras un vent météo qui va se coupler à une brise. Et finalement, peut-être que le vent météo, il va pas descendre jusqu'au fond de vallée. Et en fond de vallée, tu auras peut-être que sur les 200 derniers mètres, tu auras plus que de la brise. Et plus du tout de vent météo. Alors qu'au-dessus, tu as la somme des deux. Et donc la somme des deux fait un vent un peu plus fort. Et donc la zone de transition, qui est plus ou moins franche, mais elle peut donner ce genre de phénomène. Peut-être qu'à Luchon, tu vois, un jour de brise, quand tu poses à l'atterrissage, finalement, quel que soit le vent que tu as à 2000 mètres, à l'atterrissage, tu auras une brise de nord de 20 km/h. Mais c'est une bonne question. Après, c'est enfin, on cherche entre celui-ci et le gradient précédent, on ne sait jamais lequel on va rencontrer, etc. Il faut juste savoir que en cas de gradient, enfin, on va le voir, quelles sont les manœuvres à éviter, les manœuvres que l'on doit mettre en place. C'est surtout ça qu'on va retenir. Mais il faut savoir que les deux cas sont possibles, surtout. Donc les manœuvres à éviter, ça va être de titiller les basses vitesses, puisqu'on l'a vu, l'augmentation de l'incidence, ça pourrait nous rapprocher d'un décrochage. Dans ces cas-là, les oreilles, c'est potentiellement à éviter aussi, parce que c'est des éléments qui font ralentir notre aile et augmenter l'incidence. Déclencher la prise de vitesse par un mouvement de tangage. Effectivement, il y en a qui peuvent s'amuser avant d'atterrir pour faire un joli flair, de mettre un petit coup de frein et de lever les mains pour faire plonger l'aile. Ce coup de frein, s'il vient au mauvais moment du gradient, on va se rapprocher des basses vitesses finalement. Si on s'oppose à la prise de vitesse normale, effectivement, quand l'aile va un peu plonger en rentrant dans le gradient, il y a une petite période où il va falloir accepter l'accélération. Parce que l'aile, si elle accélère, c'est qu'elle en a besoin d'un point de vue aérodynamique. Il faudra éviter un virage près du sol. Si, voilà,
un élément à éviter en plus du gradient, même si on doit éviter à peu près tout le temps dans tous les cas. Quelles sont les précautions qu'on va prendre? Le premier, ça va être de s'éloigner au maximum des obstacles qui vont accentuer le gradient et les turbulences. Typiquement, c'est la haie de grands peupliers au vent du terrain. Ben, s'il y a ça, on va pas atterrir juste derrière. On va essayer d'atterrir à l'autre bout du terrain si on en a la possibilité. Anticiper l'arrivée dans la zone de gradient en prenant de la vitesse bras haut et en maintenant cette attitude. C'est-à-dire que voilà, si j'ai fait une belle finale longue et stabilisée qu'on apprend, comme on apprend en école de parapente, ben on va être bien main haute et donc l'aile va avoir de la vitesse et l'impact du gradient va être limité et plus ou moins absorbé. Alors si j'arrive en wing over, ben, j'avais déjà une abattée prévue, ça se rajoute au gradient, donc on va chuter beaucoup plus. Si on a des corrections de cap, on va privilégier les appuis sellettes pour éviter de toucher aux commandes et de freiner l'aile. En finale, on va se relever dans la sellette un peu plus tôt que d'habitude, tout simplement pour amortir avec les jambes un atterrissage qui pourrait se faire avant le point d'aboutissement prévu et potentiellement avec un petit peu de vitesse encore. Si c'est turbulent, le pilote a tendance à tenir son aile. Parfois le gradient est turbulent, le pilote doit alors piloter son aile en ayant à l'esprit qu'il faut garder de la vitesse. Donc là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être main haute comme un pendu dessous, il faut trouver le bon compromis, mais tout en ayant en tête que voilà, on va avoir besoin de vitesse à l'atterrissage. Donc, il y a d'autres types de gradients. Là, on a toujours parlé du gradient sur le terrain d'atterrissage plat, mais on peut être confronté à une forme de gradient sur les pentes en fait, parce qu'il n'y a pas de raison finalement qu'il n'y ait pas des obstacles ou du frottement de l'air qui fasse qu'il n'y ait pas de gradient en pente. Ça, on peut le voir parfois quand on décolle. Ben, on a peu d'air, finalement, en s'éloignant du relief, hop, ben voilà, c'est là qu'on va vraiment ressentir qu'on est soulevé du sol et trouver l'ascendance, quand on va rentrer dans un air un petit peu plus éloigné de la pente. Et maintenant, finalement, c'est le dernier point, c'est la turbulence, mais ça va aller très vite. C'est la définition de la turbulence. Quand on a un air qu'on appelle laminaire, c'est-à-dire que c'est l'inverse d'un vol turbulent finalement, d'un écoulement turbulent. Donc laminaire, c'est quand tout se passe bien, les filets d'air de fluide sont parallèles entre eux. L'écoulement turbulent, c'est quand ben, les fluides ont des mouvements un peu plus désordonnés. Donc l'air est invisible. C'est un fluide dont on peut comparer les déplacements à ceux d'un liquide. Son déplacement est laminaire tant que rien ne perturbe le déplacement des molécules d'air. Donc ça, on le voit bien sur le schéma. À partir définition de laminaire, c'est qui s'effectue par glissement de couches de fluide les unes sur les autres. Si un obstacle entrave le passage de l'air, donc ici c'est les arbres, il va réagir comme de l'eau et s'écouler de manière turbulente. Définition de turbulent, c'est quand l'écoulement irrégulier des fluides entraînant la formation de tourbillons, en tout cas de tourbillons ou de mouvements désordonnés. Lorsque l'air est en déplacement sur n'importe quel relief ou obstacle, il y aura donc, sous le vent de ce relief, des turbulences. Ça, on le sait tous, mais c'est bien de le visualiser. Regardez l'écoulement de l'eau dans le lit des rivières. Donc là, effectivement, c'est le meilleur des exemples. Quand vous regardez 5 minutes une rivière, on voit donc le sens de l'écoulement du fluide. Et derrière chaque rocher, eh ben, on va voir l'eau qui fait des bulles, des tourbillons, etc. Donc ça va être pareil pour nos montagnes, mais en invisible. Donc c'est très important de comprendre et d'anticiper ces phénomènes pour construire nos plans de vol. Donc regardez les zones de turbulence, les endroits où l'eau est calme et là où elle accélère. Si vous préférez, regardez là où vous iriez voler et là où vous n'iriez voler sous aucun prétexte. Il y a aussi des turbulences qui sont donc créées par les parapentes eux-mêmes. Donc derrière notre aile, on aura une zone turbulente et derrière le pilote, on aura une petite zone turbulente. On dit souvent qu'on prend la traînée d'un pilote quand on passe juste derrière. Donc on évitera de passer derrière une aile en mouvement et on évitera de décoller juste derrière un copain. Plus le mouvement de l'air est rapide, plus les turbulences sont importantes. Plus le relief est imposant, plus les turbulences seront projetées loin. Une info, c'est par exemple qu'un biplace va créer plus de traînées et donc plus de turbulences à l'arrière.
qu'une aile solo. Donc ça, on s'en rend vraiment compte quand on croise un biplace. On peut avoir comme un trou d'air, quoi, un petit 50 cm/mètre où on a l'impression de tomber. C'est parce qu'on est dans cette zone-là. Ici, quand le mouvement de l'air est rapide, donc si dans du vent fort ou si on a un aéronef type planeur ou avion, ben vraiment on a ces phénomènes-là qu'on a légers sur un parapente, ils sont multipliés largement. En vue de dessus, on peut aussi avoir des zones de turbulence de sous le vent en fait, avec des aspérités du relief. C'est-à-dire si le vent va suivant les flèches bleues, ben, dans cette zone-là, ce sera intéressant de contourner en parapente pour ne pas fréquenter la zone sous le vent. Quand on est en dynamique sur une montagne, mais s'il y a des ressauts comme ça, il peut y avoir des zones localisées de turbulence également. La turbulence de cisaillement, donc c'est un autre type de turbulence qui naît du frottement entre deux masses d'air de directions différentes. On entend souvent parler de cisaillement, mais on va un petit peu l'imager. Son intensité va être proportionnelle à la différence des vitesses, la direction des masses d'air et la qualité des masses d'air. C'est-à-dire que plus les différences de vitesse vont être fortes, et plus les vitesses vont être élevées, plus le cisaillement il va être marqué. Et pareil, si les directions des masses d'air elles sont convergentes, c'est-à-dire qu'elles sont presque dans le même sens, ben, ça va être léger. Par contre, si elles sont de sens opposé, comme dans cet exemple-là, on va avoir un cisaillement très marqué. Et cet exemple, il pourrait arriver, par exemple, ben, si à Luchon, en bas, j'ai une brise ben, qui est de nord, si j'ai un léger flux de vent de sud au-dessus, eh ben, à l'interface des deux, on risque d'avoir un cisaillement et donc d'avoir des turbulences ben, quand on va traverser en parapente. C'est-à-dire qu'au-dessus, ça peut être à peu près calme, en dessous, ça peut être calme, et on va avoir une couche. Alors, elle peut être plus ou moins épaisse, ça peut être quelques dizaines de mètres, voire quelques centaines de mètres, où voilà, notre aile, ça va être turbulent. Celui qu'on rencontre le plus souvent, nous, ça va être le cisaillement vertical, puisque finalement, tout thermique entraîne un cisaillement vertical. On va avoir un air chaud qui monte. Donc l'air chaud qui monte, il est systématiquement entouré par de l'air froid qui descend. Donc si on imagine une colonne d'air chaud, ben, à tous les tours de la colonne, on va avoir ce phénomène-là. Plus le vario va être fort dans le thermique, plus le cisaillement va être fort. Donc ici, c'est deux vents météo différents, on brise les vents météo. Et ici, c'est souvent un exemple du thermique. Donc voilà, c'était tout pour la séance d'aujourd'hui. Enfin, c'était tout.